Et alors nous avons commencé à travailler sur le projet. Nous avons finalisé 14 mois après. Et il nous dira, bon, comme le projet est déjà fin prêt, vous pouvez rentrer dans votre base. Et je suis en train de chercher les moyens pour mettre en œuvre le programme. Et 2 semaines après, il va nous faire la guerre. Nous allons appeler Kinshasa pour dire, écoutez, vous nous faites la guerre, pourquoi? Il dit, non, non, nous n'avons pas encore toute la maîtrise des unités des FARDC. Il y en a qui répondent encore à l'ordre de l'ancien président Joseph Kabila, mais nous allons les maîtriser. Cela va continuer un mois après, 2 mois. C'est ainsi que nous avons compris que non, apparemment ça devient sérieux. Et nous avons commencé à développer des mécanismes de nous défendre. Alors nous allons commencer à nous défendre, évidemment, et c'est cela qui a conduit à une guerre ouverte entre eux et nous. Et donc, voilà comment la guerre est partie. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais terminée et nous avons été surpris de voir que, au fait, celui qui nous menait la guerre, c'est Tshisekedi lui-même, que le régime appelle aujourd'hui des patriotes. C'est ce qu'on appelle le wazalendo. C'est wazalendo en Kiswahili, c'est un terme Kiswahili mais qui signifie en français patriote. Ça signifie que le gouvernement de notre pays a fait des extrémistes haineux des patriotes. Et ils ont eu un appui extérieur de l'armée burundaise qui les appuyait et qui les protégeait. Et même ils sont allés au-delà d'Ouvira. Ils ont pris des populations Banyamulenge en otage. Ils ont créé tout un blocus autour de Bulenge et où ils ont commencé à tuer des gens à petit feu par la faim. Ils ont commencé aussi à utiliser des drones pour massacrer les gens à l'intérieur de Mulenge. C'était une situation insupportable. Alors lorsqu'ils nous ont attaqués, eh bien, nous avons dit, c'est une occasion pour nous, évidemment, de ramener aussi la paix dans cette partie du pays. C'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Uvira pour créer des conditions de vie pour tout le monde. Mettre fin au massacre, mettre fin à la politique de discrimination, mettre fin à la politique de haine ethnique, briser le blocus qui était autour de Minembwe et permettre aux populations de Minembwe de souffler un peu, de vivre encore une fois, parce que les gens mouraient tous les jours. Voilà pourquoi nous sommes allés là-bas. Bien, vous savez, les gens veulent faire une différence entre les FDLR et les FARDC. Moi, je dois vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que il n'y a pas d'FDLR, il n'y a pas de FARDC. Ils sont tous les mêmes. Ils travaillent ensemble. Là où on dit que les FDLR ont tué, en réalité, ce sont les alliés des FARDC. Ils travaillent ensemble, ils sont toujours ensemble, ils opèrent ensemble. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où il y a seulement les FDLR, où il n'y a pas les FARDC. Il n'y a pas un endroit où il y a les FARDC sans les FDLR. Ils sont toujours ensemble. Et déjà, les FDLR se sont donné le luxe même de porter des noms congolais pour camoufler leur identité dans l'armée congolaise. Donc, les massacres qu'il y a eu à Walikale, ce sont les massacres des forces gouvernementales, c'est-à-dire de cette coalition gouvernementale qui est constituée des FARDC, des FDLR, des Wazalendo, qu'on appelle les patriotes, à cause de leur haine contre des communautés congolaises. Mais il y a également des mercenaires qui sont là et qui ont toujours été là. Et aussi, dans certains endroits maintenant, l'armée burundaise. Voilà la coalition qui tue à Walikale. Ce n'est pas seulement les FDL, c'est tous ensemble qu'ils opèrent. D'abord, nous croyons à une solution politique et nous pensons que c'est la seule qui vaut. La solution militaire ne peut pas être définitive. Et la solution politique passe par le dialogue, comme celui que nous avons actuellement à Doha. Mais pour nous, la vraie solution, c'est une solution politique qui passe par le dialogue. Et nous nous disons que si M. Tshisekedi continue à compromettre le dialogue, nous allons le faire avec d'autres Congolais et nous allons nous assumer. Alors, par rapport aux banques,
Quand il ferme les banques, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il sanctionne le peuple, la population de cet espace. Parce que ce sont ces citoyens-là qui ont des comptes en banque, qui ont leur argent en banque et ils ne savent plus y accéder. En quelque sorte, M. Tshisekedi a fait un hold-up de l'argent de la population dans les banques. Il a braqué les banques de l'Est du pays. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de traces de l'argent de la population dans ces côtes-là. Je dois vous dire que d'abord, nous ne sommes pas ce que les gens veulent que nous soyons. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes tous des Congolais et la plupart d'entre nous sont des enfants de réfugiés et d'autres sont des réfugiés. Nous sommes cette partie des Congolais qui ont été discriminés et que certains politiques congolais veulent faire passer pour des étrangers et même pour des Rwandais. Parce que tout simplement, ces politiciens congolais surfent sur des antivaleurs dont la discrimination, la persécution des personnes à cause de leur morphologie, à cause de leur faciès. Et voilà pourquoi ils nous traitent de tout ce qu'ils veulent nous traiter. Mais nous sommes tous des Congolais, nous militons pour nos droits à la survie, nous militons pour nos droits de citoyenneté, que nous voulons que tout le monde le respecte. Nous militons pour la refondation de notre pays parce que nous pensons que l'État congolais n'existe pas. S'il existe sur papier, il existe. Il n'existe pas dans les faits, dans la réalité de nos populations. Parce que la manière dont le pays est gouverné, ça montre à suffisance que les gouvernants qui sont là ont démissionné par rapport à leurs obligations de résoudre les problèmes des sociétés. Voilà, nous sommes une réponse à cela. Nous voulons que notre pays puisse être parmi les pays du monde qui existent réellement et qui jouent leur rôle comme il se doit. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes nés, au fait, de cette discrimination-là, depuis des années de l'indépendance, où certains ont voulu faire de nous des étrangers, certains d'entre nous des étrangers. Et à la suite de cette idéologie négative qu'on a voulu implanter dans les Congolais, certains ont voulu capitaliser sur ça pour se hisser à la tête du pays, pour en faire une cause de propagande politique, afin qu'ils accèdent au pouvoir. Et en 2006, nous avons décidé de nous assumer, comme CNDP d'abord, et pour demander à ce que cette politique de discrimination puisse cesser. Et ensuite, nous avons signé un accord avec le gouvernement de Kinshasa, qui s'appelait l'accord du 23 mars 2009, je crois que tout le monde le connaît. Et lorsque le gouvernement de Kinshasa a refusé de mettre en œuvre cet accord, qui nous amenait la paix chez nous, qui nous ramenait les réfugiés, qui créait des conditions de paix dans notre pays, et pour tout le monde, eh bien, nous avons décidé carrément de revendiquer la mise en œuvre ou le respect de cet accord. Et c'est ainsi que nous nous sommes appelés Mouvement du 23 mars, donc un mouvement qui est né de cette revendication du respect des accords du 23 mars. Voilà ce que nous sommes, et depuis lors, nous nous battons pour que les droits des citoyens qui sont persécutés, qui sont discriminés, qui sont mis à l'écart, qu'on veut faire des apatrides ou des citoyens de notre pays, que ces droits-là soient respectés, mais qu'aussi que nous puissions refonder le pays en instaurant une gouvernance qui peut être en mesure de gérer les problèmes des citoyens
et de créer un avenir pour les Congolais. Bien, c'est des questions d'incapacité politique à répondre aux besoins réels de notre société. Alors, pour pouvoir rester au pouvoir, il se fabrique un bouc émissaire, il se fabrique un ennemi commun aux Congolais, et qu'on appelle aujourd'hui le Rwanda ou le Munyarwanda. Le Munyarwanda est perçu dans une certaine classe politique congolaise comme étant l'ennemi du Congolais. C'est un ennemi fabriqué, juste pour justifier l'incapacité des autorités à répondre au fait, aux besoins de la société, aux problèmes de la société. Bien, comme je vous ai dit, nous étions dans une lutte d'abord de survie, une lutte existentielle pour nous tous et pour nos compatriotes réfugiés et pour nous-mêmes bien sûr. Et il y a d'autres Congolais qui ont soulevé d'autres problèmes qu'ils constataient dans le pays, notamment la mauvaise gouvernance, les problèmes de légitimité du pouvoir en place et les problèmes d'incapacité des gouvernants à résoudre les problèmes de notre société. Eh bien, ils sont venus se joindre à nous. Et ensemble, nous avons décidé de créer un nouveau cadre où nous allons accueillir tout le monde, parce que, évidemment, tous ces Congolais-là, certains avaient des partis politiques, d'autres avaient des mouvements citoyens, d'autres étaient dans la société civile, et d'autres c'était des personnalités politiques et qui ont décidé de nous joindre. Alors nous avons dit, écoutez, nous créons d'abord dans un premier temps un cadre qui nous accueille nous tous, qui nous permet nous tous de nous exprimer, et d'exprimer ce que nous voulons pour ce pays, d'exprimer nos rêves et de dénoncer également le mal qui mine le pays et qu'ensuite cette structure-là pourra évoluer vers autre chose. Donc c'est une structure temporaire que nous avons créée qui s'appelle AFC. Alors comme la base de l'AFC, l'AFC c'est l'Alliance Fleuve Congo, comme la base c'était l'M23, nous avons gardé à côté les noms du M23 parce que l'M23 c'est en quelque sorte ce que notre coordonnateur a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. Je commencerai d'abord par avant 2019, parce qu'avant 2019, nous avons eu suffisamment de contacts avec le parti politique de l'opposition, les partis principaux de l'opposition, qui s'appelait UDPS à l'époque. Et nous échangeons des stratégies, nous échangeons également les cahiers des charges, et à un certain moment même, nous avons commencé à réfléchir comment cheminer ensemble. Ça, c'est avant 2019. Et tout cela se faisait donc de manière tout à fait secrète. Et en 2019, l'UDPS est arrivé au pouvoir avec M. Tshisekedi. Et nous avons pensé que c'était une opportunité pour nous de pouvoir finalement faire ce que nous avons toujours rêvé faire pour notre pays, c'est-à-dire refonder l'État congolais. Et au-delà de la refondation des problèmes, enfin de l'État congolais, nous disions que nous allions également nous pencher sur la question de la sécurité à l'est du pays, la question de la pacification de l'est du pays, la question des réfugiés. Et nous avons écrit au président Tshisekedi pour lui rappeler au fait nos relations anciennes, mais pour lui dire aussi que nous lui apportions notre soutien, d'autant plus que nous avions confiance en lui et que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et nous lui avons dit que nous étions sur le sol congolais, et parce que vous savez qu'en 2019, nous étions fatigués de rester en refuge. Nous sommes rentrés sur le sol congolais et pour pouvoir y attendre notre intégration.
Et malheureusement, ça a traîné jusqu'en 2019. Et donc, nous lui avons dit, voilà, nous sommes là. Et nous voulons vous apporter le soutien nécessaire par rapport à votre programme de sécurisation de l'Est du pays et de pacification de cette partie, ainsi que de retour des réfugiés. Et il n'y avait jamais répondu. Nous avons écrit autour de 3-4 correspondances qui attendaient toujours des réponses, mais qui étaient reçues au niveau de la présidence de la République. Alors, nous avons décidé finalement, vers l'année 2020, d'y envoyer une délégation pour qu'ils prennent contact avec les autorités du pays. La délégation est partie, arrivée à Kinshasa. Eh bien, nous avons dit aux autorités que nous venions pour nous rendre sans condition. Nous allons faire une reddition sans condition. Et parce que nous étions prêts à soutenir le programme de pacification du chef de l'État. Bon, finalement, à Kinshasa, on va dire le ministre de l'Intérieur va nous dire qu'il allait saisir le chef de l'État, ce qui a été fait. Et le chef de l'État va nous répondre en disant non, vous, je vous connais très bien, je connais votre capacité, je connais votre sérieux et je connais aussi vos problèmes. Je sais que vous pouvez m'aider dans le programme de pacification de l'Est du pays. Et que je voudrais qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un plan de sécurisation de l'Est du pays en créant des brigades qui peuvent intervenir de manière rapide et ponctuelle dans certaines parties de l'Est du pays pour résoudre des problèmes qui s'y posent. Ben, nous lui avons dit que nous étions disposés parce que nous sommes des citoyens de ce pays et que nous allions participer à cette force-là, mais que nous souhaiterions aussi que lui, il nous porte, nous, avec nos problèmes. Et nos problèmes étaient d'ordre sécuritaire dans notre propre pays, mais aussi nos problèmes étaient la question des réfugiés. Nous avons des parents qui sont dans les camps de réfugiés, que nous voulons, nous nous battons depuis des années pour qu'ils reviennent au pays, et que nous souhaiterions qu'ils nous aident aussi à ramener nos parents au pays. Ce qui a été accepté par lui sans problème. Et alors nous avons commencé à travailler sur le projet. Nous avons finalisé 14 mois après. Et il nous dira, bon, comme le projet est déjà fin prêt, vous pouvez rentrer dans votre base. Et je suis en train de chercher les moyens pour mettre en œuvre le programme. Nous allons rentrer dans notre base. À ce moment-là, nous étions sur les hauteurs de Sabignon. Et 2 semaines après, il va nous faire la guerre. Nous allons appeler Kinshasa pour dire, écoutez, vous nous faites la guerre, pourquoi? Il dit, non, non, nous n'avons pas encore toute la maîtrise des unités des FARDC. Il y en a qui répondent encore à l'ordre de l'ancien président Joseph Kabila, mais nous allons les maîtriser. Cela va continuer un mois après, 2 mois. C'est ainsi que nous avons compris que non. Apparemment, ça devient sérieux. Et nous avons commencé à développer des mécanismes de nous défendre. Alors, nous allons commencer à nous défendre, évidemment, et c'est cela qui a conduit à une guerre ouverte entre eux et nous. Et donc, voilà comment la guerre est partie. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais terminée et nous avons été surpris de voir que, au fait, celui qui nous menait la guerre, c'est Tshisekedi lui-même. À l'époque, il nous disait que ce n'était pas lui, que c'était des unités qui répondaient de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. Mais après, lui-même a fini par assumer cela. C'est là où nous avons compris que c'est lui qui nous fait la guerre. Et voilà comment nous avons dit que nous étions en train de nous défendre depuis lors, mais tout en lui disant que ce que nous voulons, c'est le dialogue. Et tout est parti de là, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais compris ce revirement-là, à quoi ça rime et qu'est-ce qui a justifié tout ça. Ce que nous avons constaté simplement, c'est que l'homme a assumé les actes ou l'action militaire de son armée. Il assume et il continue à l'assumer jusqu'aujourd'hui. Et nous avons pensé que c'est toujours cette politique-là, peut-être, des dirigeants congolais qui n'ont pas une pensée politique pour ce pays, qui n'ont pas été préparés pour diriger ce pays et qui voient
par exemple, leur échec dans tous les domaines de la vie du Congolais, alors ils se fabriquent un bouc émissaire, et le meilleur bouc émissaire, c'est nous. À la différence que là où nous nous gérons, eh bien, nous faisons la différence. Parce que nous résolvons les problèmes de la société, de notre société. Mais lui, là où il gère, évidemment, c'est la jungle. Tout le monde le sait, tout le monde peut le témoigner. Eh bien, nous étions en Ouganda après 2013, lorsque les Nations Unies sont entrées militairement sur notre sol. Nous avons refusé de nous battre avec les Nations Unies. Nous sommes partis en Ouganda, mais avec la promesse que nous allions signer un accord que nous étions en train de négocier avec le gouvernement congolais. Et parce que nous croyons beaucoup plus à un règlement politique et pacifique de la crise, pendant que les gouvernements congolais, qui se sont toujours succédés, ont toujours rêvé une victoire militaire. Alors, nous avons pensé qu'en nous retirant, ça pouvait leur octroyer une victoire militaire, ils pouvaient la chanter, mais que nous aboutirions à la signature d'un accord. C'est ainsi qu'il y a eu un accord, et pendant que nous étions en refuge en Ouganda, mais cet accord n'a jamais été appliqué. Oui, il y en a au moins 4. D'abord, je dois vous dire que nous n'avons jamais eu comme objectif, l'objectif premier de notre lutte, de prendre des entités pour les contrôler et les gérer. Cela n'a jamais été notre objectif principal, ou fondamental, ou premier, s'il faut que je l'appelle ainsi. Nous avons hérité des situations dans des espaces où nous sommes allés par la faute du gouvernement, qui chaque fois utilise des espaces pour tirer sur nous. Et nous, la meilleure manière de nous défendre, c'est d'aller faire taire les armes à la source. C'est ainsi que, de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés à prendre des entités. Ouvira, c'était également la même chose. Nous étions un peu plus loin d'Ouvira. Nous croyions à un cessez-le-feu que nous avions signé à Doha. Et nous pensions que le régime de Kinshasa allait le respecter.